Eh bien donc bonjour et tout d'abord merci à tous d'être présents, que ce soit physiquement ou à distance, pour cette soutenance de thèse intitulée Méthode de production d'applications de XR interactive et applications à l'archéologie. C'est donc une thèse qui est co-dirigée par Bruno Arnaldi de l'IRISA et Grégoire Marchand, archéologue au CREA, et encadrée par Valérie Goronton de l'IRISA. Donc c'est une thèse qui prend part dans le cadre du projet Introspect, qui est un projet franco-canadien et pluridisciplinaire avec des informaticiens et des archéologues. Et le but du projet est de proposer de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler sur les données archéologiques, notamment au travers des technologies 3D. Donc pour cela, le projet propose une méthodologie qui a été publiée dans Handbook on Cultural Heritage et qui consiste donc à récupérer de la donnée 3D sur le matériel archéologique, notamment au travers de modélisation ou de numérisation de données qui peut être complémentée par un traitement des données. Et à partir de ces données 3D, on va pouvoir proposer différentes modalités, donc avec notamment de l'impression 3D pour proposer des interfaces un petit peu tangibles au niveau de l'étude de ces données, et également des choses un petit peu plus interactives au travers de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Le but étant d'utiliser ces impressions 3D et ces interactions pour une évaluation et une utilisation par l'archéologue. Et c'est donc sur la partie interaction en réalité virtuelle et augmentée que nous allons principalement nous intéresser sur cette thèse. Donc justement, quel est un petit peu l'objectif de cette thèse? Eh bien, on remarque que au niveau de ces méthodologies, eh bien, pour ce qui est de la numérisation et de la modélisation 3D, on a une accessibilité croissante des technologies qui permet de faciliter la numérisation et la modélisation 3D. De même, le matériel au niveau de la XR devient de plus en plus accessible, ce qui permet également de voir de plus en plus d'applications pour de la visualisation en XR. Par contre, au niveau de l'interaction, on constate que là, on a encore un réel manque. Et c'est donc le but de cette thèse va être de combler ce manque au niveau de l'interaction en XR, et en particulier en archéologie. Donc pour cela, il est important de s'intéresser à deux volets du problème. Tout d'abord, comment le contenu interactif peut être créé par un archéologue. Donc, quelle méthode existe pour faciliter la création de ce contenu. Et dans un deuxième temps, étudier un petit peu comment l'interaction peut être utilisée de manière à exploiter les données 3D. Donc, avant toute chose, de manière à resituer un petit peu les choses, eh bien, donc, la réalité virtuelle, donc le but, ça va être de proposer un monde virtuel 3D, donc avec des entités 3D qui seront en interaction en temps réel, donc entre elles-mêmes et avec des utilisateurs. Et les utilisateurs vont pouvoir être immergés dans l'environnement. Donc on peut voir qu'on a ici une vraie notion d'interaction qui va être importante et sur laquelle on va s'attarder sur cette thèse. Et pour ce qui est de la réalité augmentée, eh bien, on a à peu près le même type de problématique, sauf que là, on va se baser sur le monde réel, sur un environnement réel, sur lequel on va ajouter de l'information, on va ajouter des éléments virtuels. Donc, on constate qu'on a une certaine proximité entre réalité virtuelle et réalité augmentée, ce qui se traduit au travers du continuum de 1000 grammes que vous pouvez voir en bas ici. Qui donc va aligner réalité virtuelle et réalité augmentée selon l'importance de l'environnement virtuel ou de l'environnement réel respectivement. Donc comment l'interaction peut-elle être produite au niveau de ces applications? Eh bien, on a trois principales méthodes qui existent pour produire les interactions. La première, qui est la plus couramment utilisée, qui va être de créer manuellement les interactions. Le problème de cette méthode est qu'elle est très souvent source d'erreurs, et également très chronophage, et d'autant plus lorsqu'on veut éventuellement modifier les interactions une fois qu'on a déjà quelque chose de fait, eh bien la maintenance de l'application est assez compliquée à faire. Donc pour faciliter ça, on a deux autres méthodes qui sont proposées. Donc tout d'abord avec les outils auteurs. Donc le but de ces outils auteurs est de proposer une utilisation assez simple, qui soit suffisamment intuitif pour être utilisé par quelqu'un n'ayant pas forcément d'expertise en informatique. Donc typiquement ce qu'on peut attendre donc au niveau d'un archéologue. Par contre, sur ces outils auteurs, le choix des interactions va souvent être plus limité. Ce sont des outils qui sont très souvent spécialisés et qui proposent d'ailleurs très souvent des actions très simples. Et donc on a des outils qui sont assez peu adaptables. Et de l'autre côté, on a des modèles qui sont proposés pour modéliser l'interaction. Le problème de ces outils est que ces outils nécessitent du développement logiciel pour permettre d'implémenter les interactions,
mais ils ont l'avantage de permettre de proposer tout type d'interaction. L'idéal serait évidemment de cumuler l'intuitivité des outils auteurs et également la générosité qu'on a sur les modèles d'interaction, donc en ayant une approche hybride, donc avec à la fois l'utilisabilité des outils auteurs et les possibilités offertes par les modèles d'interaction. Donc justement, au niveau des modèles d'interaction, là encore, on peut distinguer différentes familles de modèles d'interaction. Donc on a notamment les modèles de comportement qui, eux, visent à modéliser l'état et les changements d'état d'un objet. On a également les modèles d'objets synoptiques qui, eux, permettent de modéliser un petit peu les liens qui peuvent exister entre les objets et les utilisateurs. Donc on va avoir des comportements définis pour chaque objet et également pour chaque couple d'objets. Et on a également, en réalité virtuelle, les modèles objets-relations, donc qui, eux, essayent de mieux structurer le comportement des objets, donc avec d'un côté les interactions et de l'autre les capacités d'interaction qui vont exister sur les objets. Et cette structure, ce découpage du comportement va également permettre de mieux adapter ce type de modèle dans le cadre d'applications avec un grand nombre d'objets, ce qui permet donc d'avoir un plus large panel d'applications. Et pour ce qui est de la réalité augmentée, on a également différents modèles qui visent à proposer de modéliser l'interaction, et ce qui se fait en ajoutant un lien entre l'environnement réel et l'environnement virtuel. Donc on va avoir notamment le lien qui peut se faire au travers de la numérisation des objets, ou également au travers d'interfaces spécifiques, donc pour lesquelles on va par exemple savoir la position de l'interface utilisée par l'utilisateur. Et ces éléments réels, grâce à la numérisation ou aux interfaces, va pouvoir être reproduits dans l'environnement virtuel, de manière à passer à nouveau sur un problème de type réalité virtuelle qui va pouvoir être plus facilement géré par le modèle. Le problème est que sur les modèles pour la réalité augmentée, on a un choix d'interaction qui est très souvent limité, puisque là encore, ce sont des modèles qui ont été proposés dans des cadres un petit peu spécifiques. Donc là encore, ce qui serait l'idéal serait d'avoir quelque chose de suffisamment générique, comme peuvent le proposer les modèles objets-relations, mais également qui soit adapté à la réalité augmentée. Pour ce qui est maintenant des scénarios qui peuvent être utilisés en réalité virtuelle, eh bien, on a donc ici deux méthodes. On a également la méthode effectivement de création manuelle des scénarios, mais que je ne vais pas sur laquelle je ne vais pas m'attarder puisqu'elle possède exactement les mêmes défauts que pour la création d'interactions. Donc pour ce qui est de la création de scénarios, eh bien on a tout d'abord l'enregistrement des actions qui peut être fait. Donc le but va être ici d'enregistrer un utilisateur dans l'environnement et transformer les actions faites par l'utilisateur en un document. Donc ça peut être des données interprétées, par exemple compter le nombre de fois qu'une action a été faite. Ça peut être un texte, ça peut être un film. Donc ici on a vraiment un but de synthétiser l'information pour avoir quelque chose d'intelligible. Et par contre, donc puisqu'on enregistre l'utilisateur dans l'environnement, eh bien on va avoir uniquement la séquence correspondant à sa suite d'actions. Donc on va avoir des scénarios qui seront assez simples, assez limités. Par contre, on a la possibilité, puisqu'on part des actions, de faire une création un petit peu automatique du contenu. Et de l'autre côté, on peut citer donc notamment les méthodes de process mining qui visent à prendre plusieurs suites d'actions, donc plusieurs observations qui sont le plus souvent faites en situation réelle, et de récupérer toutes ces suites d'actions de manière à formuler un scénario. Le but ici est en général de comprendre un processus, réussir à le formaliser au travers de l'observation. Et donc ça a l'avantage de proposer des scénarios un petit peu plus complets, vu qu'on a une information un petit peu plus conséquente au travers des observations. Par contre, il faut réussir à formaliser les observations de manière à ce qu'elles soient exploitables par les algorithmes pour le process mining. Donc là encore, ce qui serait l'idéal, ce serait d'avoir à la fois une création automatique de contenu et des scénarios un petit peu plus complets. Donc là encore, avec une méthode qui pourrait être hybride entre l'enregistrement d'actions et le process mining. Et pour formaliser les scénarios, pour réussir ça, eh bien on a deux familles de modèles de scénarios qui peuvent être proposés. Donc on a d'un côté les scénarios émergents, qui se basent sur une définition des objectifs et des règles pour le scénario. Donc avec ici, ça peut être assez difficile à voir, mais on va avoir sur la fin du scénario des objectifs et avant donc différentes règles qui vont permettre ou non d'atteindre ces objectifs. Et à partir de cela, le scénario va pouvoir être déduit de ces règles et ces objectifs. Donc l'avantage de ce type de modèle, c'est que ça va être facilement intelligible puisque les objectifs et les règles sont facilement compréhensibles par un utilisateur externe.
Par contre, ça demande un certain travail d'écriture de manière à formuler les objectifs et les règles de façon à avoir un scénario cohérent. Et donc, de l'autre côté, on a les scénarios prédéfinis, qui, eux, sont des scénarios qui sont basés sur les actions et donc qui ont un aspect un petit peu plus descriptif. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu plus lourds puisqu'on va avoir plus de détails, mais ils permettent de contrôler les actions et peuvent être générés. Donc, comme on peut voir ici, on va également aussi avoir sur des scénarios prédéfinis très souvent une représentation donc, qui va pouvoir se faire avec des états et des actions qui vont pouvoir être utilisés. Donc ici, par exemple, tout sous forme de réseau de Petri. Et donc, dans la suite de cette présentation, on s'attachera surtout au scénario prédéfini. Donc, pour ce qui est maintenant de la partie archéologie de cette présentation, eh bien, déjà, pour définir très grossièrement l'archéologie, eh bien, l'archéologie, donc, c'est une science qui vise à étudier notre passé et qui, pour cela, se base sur les vestiges de l'activité humaine et qui donc pour cela a une méthodologie qui vise à d'abord aller sur le terrain, donc sur le site archéologique, de manière à récupérer de l'information, donc des objets, des artefacts, et à partir de cela, fournir une certaine documentation de ce qui a pu être trouvé, qui va pouvoir être complémentée également par des études en laboratoire, qui là encore vont générer de la documentation. Et à partir de toute cette documentation, on va pouvoir formuler des hypothèses qui vont pouvoir être revérifiées par des études complémentaires. Donc, on remarque qu'on a ici une très forte importance de la partie documentation, tout simplement puisque l'archéologie donc cherche à comprendre le patrimoine et ensuite diffuser les connaissances qu'on a obtenues, mais qui pour cela passe forcément par un processus qui est destructif, puisque notamment lorsqu'on va chercher les objets sur le terrain, eh bien l'information de structure, l'information de contexte autour des artefacts va être détruite par la fouille. Également, on a un risque de destruction des artefacts qui existent. Donc la documentation a vraiment son importance ici, de manière à avoir une trace pérenne de l'information. Et donc justement, au niveau de la documentation qui peut se faire, eh bien, de plus en plus, l'archéologie a recours à de la donnée 3D pour la documentation. Donc on peut notamment citer pour la donnée 3D donc la tomodensitométrie qui permet d'aller chercher un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur des artefacts. On peut également avoir la surface des objets qui peut être récupérée au travers notamment de photogrammétrie et de lasergrammétrie. Et on va pouvoir avoir des données 3D donc un petit peu plus discrètes au niveau donc des données géoréférencées sur lesquelles on va avoir pour chaque point d'information, on va pouvoir avoir des informations complémentaires qui vont être fournies. Et tout ça peut se complémenter par également les données 2D, puisque lors de la fouille, donc au niveau de la documentation, on va avoir des plans, des dessins qui vont être faits, donc de la donnée 2D, mais qui là encore est intéressante pour l'archéologue au niveau des études qui peuvent être faites sur les données. Et également, en dehors des informations qui sont récupérées sur le site, on va pouvoir avoir des sources historiques qui vont pouvoir être utilisées de manière à faire de la modélisation, et là encore, ajouter de la donnée 3D qui pourra servir pour l'étude. Et donc justement, au niveau de l'étude de ces données 3D, eh bien, plusieurs propositions ont pu être faites au fil du temps. Donc déjà, assez tôt, on peut voir dès les années 80 des propositions qui ont été faites pour proposer de la visualisation de modèles 3D, mais avec une utilisation spécifique à un modèle 3D. On peut également citer donc, des outils qui ont été proposés de manière à avoir un petit peu d'interaction, avec la manipulation des couches stratigraphiques, donc des couches de terre qui donnent de l'information pour l'archéologue, mais qui là encore sont prévus pour un site spécifique et donc des applications qui sont difficilement réutilisables. On a par contre des propositions qui ont été faites avec une interaction un petit peu limitée, mais avec quand même du déplacement d'un objet, mais qui là peuvent s'adapter à différentes données 3D. Et enfin, une proposition qui permet une très forte interactivité, donc avec tout un outillage pour la fouille virtuelle, mais qui là est prévu pour un site spécifique. Donc au travers de tout cela, eh bien on peut noter donc deux points de blocage au niveau de l'interaction pour la XR, donc au niveau de l'archéologie. Donc tout d'abord, pour créer le contenu interactif, eh bien on a un problème de méthodologie, puisqu'on a d'un côté des modèles génériques qui pourraient être très facilement adaptables aux besoins de l'archéologue, mais qui par contre sont beaucoup trop complexes à utiliser. Et on a de l'autre côté des outils qui, eux, sont prévus justement pour être simples à utiliser, mais qui par contre sont trop spécialisés et ne s'adaptent pas aux besoins qu'on peut avoir en archéologie.
Et de l'autre côté, eh bien, on a pour l'étude des données 3D la problématique donc des données à traiter qui sont donc on a un panel très large avec des données très différentes, mais sur les propositions qu'on a pour les étudier, eh bien, on a des propositions qui soit proposent très peu d'interactions, voire pas du tout, et pour les quelques propositions avec un petit peu d'interaction, eh bien, c'est en général pas adaptable à différentes données 3D. Donc on manque d'un outil qui permettrait de faire les deux. Donc justement pour répondre à ce problème, eh bien on va tout d'abord se pencher donc sur pour la création d'applications, donc sur des méthodes pour créer l'application des applications interactives et scénarisées qui peuvent être créées par l'archéologue. Et dans un deuxième temps, pour l'étude des données, eh bien nous nous attacherons à donc un système de fouille virtuelle interactive. Donc tout d'abord pour ce qui est de la création interactive et scénarisée d'applications, eh bien donc on s'est tout d'abord penché sur la question de comment les applications peuvent être créées habituellement. Donc on a un processus de création d'applications, donc notamment au travers de la méthode agile qu'on peut retrouver ici, donc où on va avoir un expert métier, donc par exemple un archéologue qui va exprimer ses besoins. À partir de ces besoins, il va y avoir une conception puis une implémentation qui va être faite par un développeur. Et puis ensuite, on va avoir une phase de validation. Le problème est que on a très souvent entre l'expression des besoins et la conception une réelle perte de temps, notamment au travers d'erreurs de compréhension, puisque l'expert et le développeur en général n'ont pas le même vocabulaire, ont des difficultés à se comprendre et n'ont pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis de l'application, ce qui fait que on trouvera très souvent donc des applications qui, après la phase de validation, ne correspondent pas aux attentes de l'expert. Donc la méthode que l'on souhaite proposer ici vise donc à mettre plus fortement en avant l'expertise de l'expert métier, donc au travers d'un prototypage de l'application, donc des interactions et de la scénarisation. Et donc pour cela, on va se baser sur du code réutilisable, donc qui va être fait en amont par le développeur, qui pourra également être refait au fur et à mesure s'il en manque. Mais le but est vraiment d'avoir le développeur qui a travaillé en amont, puis l'expert qui va se baser sur ce travail, avec éventuellement la possibilité que le développeur réintervienne pour finaliser l'application. Donc pour cela, donc nous avons proposé donc quatre contributions ayant chacune donné lieu donc à une publication. Donc la première contribution donc est sur l'ajout d'interactions, donc pour proposer une méthode pour permettre d'ajouter les interactions sur les applications, pour passer d'un environnement 3D sans interaction à un environnement 3D interactif. Ensuite, nous nous sommes intéressés donc sur une deuxième contribution à l'enregistrement des scénarios, donc enregistrer un utilisateur de manière à produire le scénario. Puis sur une contribution suivante, à intégrer ce scénario dans les applications. Et enfin, donc sur une quatrième contribution, donc, à proposer une généralisation des scénarios de manière à avoir des scénarios un petit peu plus complets. Donc tout d'abord, pour ce qui est de l'ajout d'interaction, eh bien, donc l'idée ici est, comme je disais, d'avoir un développeur qui a travaillé plutôt en amont, donc qui va créer du code générique, et donc qui pour cela donc va fournir, donc va créer des librairies, des bibliothèques de code, avec donc trois types de bibliothèques principales. Donc on va avoir des modèles 3D qui vont pouvoir être utilisés pour la gestion donc, de tout ce qui va être les objets virtuels dans l'environnement en réalité augmentée. Le tracking, donc le suivi des objets, qui va permettre de gérer les objets réels dans l'environnement. Et enfin, ce qui nous intéresse particulièrement ici, la partie interaction. Et donc ces bibliothèques de code vont se traduire du côté de l'expert métier par un outil auteur qui va pouvoir être utilisé de manière à produire l'environnement interactif. Donc pour donner un petit peu plus de détails sur ce qui se passe du côté du développeur, donc comme je disais, on a un travail sur un système de bibliothèque qui se fait en amont, donc avec les modèles 3D pour les objets virtuels, le suivi des objets réels, et pour ce qui est de l'interaction, donc nous avons dû proposer donc un formalisme qui permette à la fois de la généricité et la gestion des objets réels. Donc pour ça, nous avons proposé un formalisme qui se base sur le formalisme objet-relation, donc en particulier ici sur le formalisme 5, mais que nous avons adapté de manière à permettre la gestion des objets réels. Donc ce que ça donne sur un petit exemple ici, eh bien on va avoir si on veut une clé et un boulon, on va avoir donc la clé qui va avoir différentes capacités d'interaction, notamment le fait que ce soit un objet réel,
le boulon qui va avoir également des capacités d'interaction avec le fait qu'elle soit virtuelle, et l'interaction qui va pouvoir prendre ces éléments en compte. Donc au niveau du modèle en lui-même, du formalisme en lui-même, ce que ça va donner, c'est donc qu'on va avoir une différenciation qui va se produire entre les objets réels et virtuels. Donc c'est la partie que nous avons ajoutée ici en vert, donc qui va d'un côté pour les objets réels gérer une représentation virtuelle des objets réels pour permettre la gestion par le modèle, et également un lien au code utilisé pour le suivi des objets de manière à positionner les objets réels dans l'environnement. Et pour les objets virtuels, on va avoir donc les modèles 3D qui vont pouvoir être liés aux objets virtuels de manière à avoir une gestion de tout ça. Sachant que le reste du modèle en lui-même reste le même que ce qu'il pouvait y avoir sur du modèle objet-relation à la base, ce qui nous permet également de garder la partie généricité qu'on peut avoir sur les modèles objet-relation. Donc, pour le côté de l'expert métier, eh bien, les bibliothèques, comme je disais, se traduisent au travers d'un outil auteur, où on va avoir donc les capacités d'interaction, par exemple, qui vont se traduire sous forme de petits panneaux informatifs sur l'outil auteur, et également les interactions donc sous forme de liste. Donc, sachant que là, ça va permettre effectivement à l'expert de produire les interactions sans avoir à s'intéresser directement à ce qui se passe au niveau du code, et tout en gardant complètement la main sur la partie conception de l'environnement. Sachant que, malgré tout, un travail a posteriori reste faisable par le développeur. Et donc, pour donner un petit exemple, donc, si on veut par exemple un exemple où on va avoir de la peinture rouge dans un flacon qu'on veut verser sur un pot qui sera virtuel, eh bien, on va pouvoir avoir l'interaction qui va se faire donc, au travers de l'outil, où on va avoir effectivement les capacités d'interaction qui seront modifiables par l'expert. Puis on va pouvoir avoir l'ajout d'un objet virtuel dans l'environnement, donc qui va ensuite pouvoir être là aussi modifié au niveau des capacités d'interaction. Et enfin l'interaction qui va pouvoir être ajoutée au sein de l'environnement. Donc sachant qu'avec tout ça, donc ça donne à l'expert un exemple donc d'application avec l'interaction qui est déjà fonctionnelle, donc qui évidemment peut être améliorée derrière, mais qui déjà permet à l'expert, sans avoir à s'intéresser au code, d'avoir déjà quelque chose de fonctionnel. Donc pour ce qui est maintenant de la partie enregistrement de scénario, eh bien donc on veut effectivement des scénarios qui permettent de représenter des suites d'actions pour pouvoir contraindre et vérifier les actions de l'utilisateur dans l'environnement. Donc pour enregistrer les scénarios, nous sommes basés effectivement sur les actions qui ont été faites par l'utilisateur, en convertissant les actions effectuées par l'utilisateur dans l'environnement en morceaux de séquence dans un modèle de scénario prédéfini, ici le modèle 7. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que donc entre la première image et la deuxième, lorsque l'utilisateur va prendre un objet dans l'environnement, ça va ajouter effectivement une partie au scénario. Sachant que de manière à reconnaître et segmenter les actions, eh bien on s'est basé sur le formalisme objet-relation. Et donc une fois le scénario obtenu, on va pouvoir avoir une modification qui se fait a posteriori, par exemple au travers d'un éditeur graphique. Et donc justement pour ce qui se passe au niveau de la transformation des actions en séquence, eh bien on va avoir donc l'environnement interactif qui va donc être formalisé au travers d'un formalisme objet-relation, donc avec les objets et leurs capacités d'interaction et les interactions. Et le modèle d'interaction va observer ce qui se passe dans l'environnement, et notamment lorsqu'on va avoir des interactions des actions qui sont effectuées par l'utilisateur, l'interaction va être reconnue. Et ensuite envoyé donc sur une traduction. Donc on va avoir la traduction qui va déterminer donc pour chaque interaction quels sont les éléments de l'interaction à prendre en compte ou non. Donc par exemple, si on veut pour l'interaction vissée, on veut prendre en compte uniquement quelle vis a été vissée, mais on ne veut pas savoir si c'est avec la visseuse ou le tournevis par exemple. Eh bien on a cet aspect-là qui va être paramétré, donc qui peut se paramétrer soit par le développeur, soit par l'expert, et qui va permettre effectivement ensuite de fournir donc la transition dans le scénario qui va correspondre à l'exécution de cette action dans l'environnement, et qui va donc être ajoutée à la fin de la séquence en cours d'enregistrement.
Et donc, au niveau de l'intégration du scénario en lui-même, donc nous sommes également penchés donc, sur cette question-là. Donc, notamment, donc, au niveau des contraintes formulées par le scénario, eh bien, là, le formalisme permet effectivement d'avoir une contrainte plus ou moins forte sur les actions de l'utilisateur dans l'environnement. Mais nous avons complémenté ça au travers d'un agent virtuel qui va être contrôlé par le scénario, qui va donc avoir un comportement découpé au travers d'actions élémentaires, qui sont les interactions dans le modèle objet-relation. Donc ça permet d'avoir exactement exactement le même découpage qui va être réutilisé. Et donc l'agent virtuel va, au fur et à mesure du scénario, donc régulièrement et automatiquement sélectionner une action, donc ce qui va se faire en fonction de l'état du scénario, en fonction des rôles attribués à l'agent virtuel, donc qui peut ou non avoir le droit de faire certaines actions, et également au travers d'une heuristique qui va lui permettre de sélectionner entre différentes actions si différentes actions sont possibles. Et de manière à avoir un retour visuel pour les utilisateurs sur cet agent virtuel, eh bien, on a proposé donc un système d'animation générique pour chacune des actions basée sur de la kinématique inverse. Donc on peut voir ici donc avec l'agent virtuel qui va pour prendre ou poser un objet faire un mouvement de déplacement au niveau de l'objet, puis poser la main autour et enfin le relâcher. Donc, grâce à ces éléments, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'applications des scénarios. Donc, au travers notamment donc, de l'apprentissage par l'action d'un utilisateur qui va pouvoir exécuter le scénario de manière à l'apprendre. Ça va pouvoir se complémenter par un suivi fait par un utilisateur externe. Et grâce à l'agent virtuel, on a également la possibilité de faire apprendre des procédures collaboratives et également de faire apprendre au travers de l'observation d'un agent virtuel qui va exécuter le scénario dans l'environnement. Et donc jusqu'ici, donc les scénarios que l'on avait proposés donc dans les deux premières contributions étaient des scénarios simples, linéaires, mais de manière à permettre des scénarios un petit peu plus complets. Donc on s'est penché sur une proposition de manière à proposer de la généralisation sur ces scénarios, de manière à avoir un petit peu plus de variabilité. Donc justement pour permettre la variabilité, donc on s'est basé donc sur du process mining. Et en utilisant l'enregistrement des scénarios donc proposés donc à la contribution précédente, avec l'enregistrement de plusieurs variations cette fois d'un même scénario qui vont pouvoir être généralisées par le process mining. Donc ça va se traduire donc lorsqu'on a un seul scénario, donc par exemple sur l'exemple ici donc du changement d'une roue, donc si on veut suivre un motif en croix, eh bien lorsqu'on va avoir une seule variation, donc là on va récupérer ce même scénario. Lorsqu'on va avoir plusieurs variations, on va pouvoir avoir déjà de la fusion qui va être faite au niveau de ces scénarios. Et enfin, lorsqu'on va avoir un petit peu plus, si ça veut bien, voilà. Lorsqu'on va avoir une troisième séquence par exemple, eh bien, on va avoir là le scénario complet qui va pouvoir être proposé. Donc, au niveau de la méthodologie que nous proposons, donc, on se base effectivement donc, sur un enregistrement qui va se faire directement en réalité virtuelle, avec l'utilisateur qui va faire la séquence directement dans l'environnement, et on va traduire ça en séquence. Chacune des séquences enregistrées va ensuite être intégrée dans l'algorithme de process mining, de manière à fusionner et à généraliser les scénarios. Et les scénarios obtenus de cette façon-là vont pouvoir être reformulés sous forme de réseau de Petri et réinjectés dans l'environnement avec un affichage qui va pouvoir être utilisé par l'expert, donc notamment donc, au travers de l'affichage du graphe correspondant au scénario et de différents indicateurs qui vont permettre à l'expert de savoir si oui ou non le scénario paraît plutôt complet ou s'il a besoin de plus de variations, plus d'enregistrements, et auquel cas il repasse de façon itérative à la partie enregistrement de manière à fournir un petit peu plus d'informations pour le process mining. Et donc cette méthode a également été évaluée donc par différents utilisateurs, donc avec trois niveaux d'expertise différents. Donc nous avons donc demandé donc à des utilisateurs avec plus ou moins d'expertise en développement, donc des utilisateurs sans expertise en développement, des utilisateurs avec une expertise en développement et particulièrement en développement de réalité virtuelle. Et enfin, des utilisateurs avec une expertise concernant le modèle de scénario utilisé, donc ici Seven,
Donc nous avons demandé à ces utilisateurs de tout d'abord réfléchir un petit peu à la manière de formuler le scénario, donc avec soit une formation libre, soit juste un choix pour la méthode que les experts pouvaient utiliser. Une familiarisation avec l'outil et enfin une utilisation libre et non guidée de l'outil de manière à produire le scénario pour le changement d'une roue. Et suite à cela, donc nous avons fait passer donc différents questionnaires à ces utilisateurs et notamment le questionnaire UTO2 qui nous a permis de voir que les experts métiers étaient très enthousiastes et avaient de très bons résultats vis-à-vis de cette méthode pour la création de scénarios. Et ça se traduisait également au travers des discussions après les évaluations avec les utilisateurs qui étaient très satisfaits d'avoir réussi à produire quelque chose par eux-mêmes. Par contre, on note que pour les développeurs en réalité virtuelle, on a des résultats qui montrent qu'ils sont un petit peu moins enthousiastes et des résultats un petit peu plus variables, notamment au travers du fait que les développeurs ont chacun donc des méthodes spécifiques pour formuler les scénarios par eux-mêmes et qui sont dans la plupart des cas assez différents de ce qu'on peut proposer au travers de cette méthode. Donc pour ce qui est maintenant du volet un petit peu plus archéologique de cette présentation, pour l'archéologie et pour l'étude des données 3D archéologiques, nous avons proposé donc des contributions visant à permettre une étude interactive des données et qui soit également adaptable aux données que peut avoir l'archéologue. Le but étant effectivement donc d'avoir le maximum d'interactions pour pouvoir récupérer le maximum d'informations sur les données 3D, et tout ça au travers d'un processus qui là ne sera pas destructeur vis-à-vis des données. Le but étant à terme également de pouvoir communiquer les résultats obtenus par cette étude. Et pour ce qui est de la partie adaptation des données, le but est effectivement que l'application s'adapte et les interactions s'adaptent également aux données le plus automatiquement possible, de manière à ce que ce soit bien la fouille virtuelle interactive qui s'adapte aux besoins de l'archéologue et non pas l'inverse. Et que ce soit utilisable effectivement sur un grand nombre de données hétérogènes. Donc, vu qu'on a une certaine différence au niveau des données qui peuvent exister et au niveau des utilisations, nous avons proposé donc deux modalités. Donc la première contribution se base plutôt sur la fouille donc d'artefacts et en particulier d'artefacts sur lesquels on a des données de tomodensitométrie. Puisque la tomodensitométrie est une technologie qui permet par défaut d'avoir un volume de données assez limité. Donc on s'est basé sur ce type de données. Et nous avons également proposé dans un deuxième temps donc la fouille sur des sites dans leur intégralité avec un volume de données un petit peu plus conséquent. Donc pour ce qui est de la fouille sur des artefacts, donc le but effectivement était ici de permettre une intégration facilitée des données. Donc pour cela, nous avons mis en place un processus le plus automatique possible, donc là semi-automatisé des interactions, qui se base donc sur des interactions qui sont définies au travers du formalisme 5, qui va permettre effectivement de découper les interactions de manière à pouvoir les ajouter sans avoir à modifier le code sur les artefacts. Et qui va pouvoir être complémenté, donc notamment au travers d'une interface visuelle qui va pouvoir être utilisée par l'archéologue. De manière à générer effectivement donc, un système de fouille virtuelle avec un outillage interactif. Donc on va avoir notamment la manipulation 3D qui va pouvoir être faite. Donc ici par exemple avec une archéologue qui peut manipuler en 3D un artefact. Cette manipulation va également pouvoir être complémentée par une prise d'informations un petit peu plus conséquente au travers d'outils, notamment au travers de modifications d'affichage avec des plans de coupe par exemple, ou au travers d'un système de prise de mesure de manière à récupérer de l'information. Et toutes ces informations vont pouvoir également être conservées sur un système de manière à récupérer les observations sur un système d'annotation, qui va pouvoir également, à terme, permettre de produire des hypothèses, mais également, à partir de ces hypothèses, également de produire les rapports de fouilles utilisés à terme par les archéologues. Sachant que donc tout cet outillage
a été défini à l'aide d'archéologues qui ont au fur et à mesure essayé l'application de manière à définir quel outillage serait nécessaire. Et donc pour ce qui est des échelles un petit peu plus larges, donc sur un site dans son intégralité, eh bien, au niveau d'un site, on a effectivement là encore la problématique des données qu'il faut intégrer, mais là on a des données qui sont beaucoup plus hétérogènes, on a un volume de données qui est extrêmement conséquent, et donc on a besoin d'un traitement qui là soit vraiment automatisé. Donc pour donner un exemple de à quel point on peut avoir beaucoup de données et des données différentes, eh bien sur un site par exemple comme le site de Béguerville, donc qui est un site archéologique à Quiberon en Bretagne, dont Grégoire Marchand est responsable. Eh bien, on a une surface de fouille qui est assez conséquente, qu'on peut voir ici. Et on peut le voir également sur le plan, on a énormément de données qui ont pu être récupérées sur l'ensemble de cette surface. Sachant que pour des sites archéologiques, c'est quelque chose, c'est pas un extrême non plus, c'est plutôt, ça peut être considéré comme étant plutôt standard en matière de volume de données qu'on va avoir à traiter. Donc de manière à traiter ces données, donc nous avons proposé une méthodologie donc basée sur un recalage des données sur les informations topographiques, donc de manière à restituer le site archéologique dans les états qu'il pouvait avoir au cours de la fouille. Donc puisqu'on peut avoir effectivement des prises d'informations qui peuvent être faites à différents moments de la fouille archéologique, eh bien on va pouvoir restituer chacune de ces étapes. Le but étant également d'utiliser potentiellement toutes les données, que ce ne soit pas l'application ni l'informaticien qui évalue quelles données sont à garder et lesquelles sont à jeter, mais bien que ce soit l'archéologue qui décide de quelles données sont pertinentes et quelles données il va utiliser, et avec donc un outillage interactif qui va s'adapter selon les données qu'on va avoir. Donc pour ce qui est par exemple des données de photogrammétrie, eh bien on va pouvoir avoir une restitution du site. Donc par exemple ici, donc on a également l'environnement, sachant que le site se situe ici, la partie à fouiller. Pour les données géoréférencées, eh bien on va avoir donc effectivement un placement des différentes données là où il se trouvait sur le site, avec la possibilité de récupérer un petit peu plus d'informations. Et pour les données un petit peu plus visuelles avec un codage qui existe déjà, donc par exemple pour le pH, eh bien on va proposer une visualisation directe au niveau du site. Et pour les données 2D, donc qu'on a également décidé d'intégrer, eh bien on va faire une surimposition des données 2D, donc par exemple ici du plan de fouille, sur le site de manière à localiser l'information là où elle se trouve sur le site. Et pour des données un petit peu plus spécifiques, donc par exemple ici le niveau marin, ça peut également être le cas pour la gestion donc, de la date et de l'heure. Donc on va avoir des outils un petit peu plus spécifiques pour chacune de ces données. Et l'intérêt d'avoir également la restitution du site, c'est qu'on va pouvoir avoir une modélisation immersive qui va être proposée de manière à permettre à l'archéologue de déjà formuler des hypothèses directement au sein du site. Et donc pour ce qui est de l'étude, donc là au niveau de la manipulation, donc contrairement à l'écran stéréoscopique pour la manipulation d'artefacts, on s'est basé ici sur une manipulation avec un visiocasque, donc avec un outillage similaire mais adapté à l'interface utilisée. Et donc puisque sur le visiocasque on peut avoir très facilement trop d'informations qui s'affichent à l'écran, donc on a décidé d'afficher par défaut un volume assez réduit de données avec un système de filtrage interactif qui va pouvoir être utilisé par l'archéologue de manière à récupérer les données qui l'intéressent. Et pour la restitution, donc en plus de la restitution de modèles 3D sur le site, on peut également penser à restituer les actions, les activités passées au niveau du site virtuel. Donc pour cela, on peut se baser sur la méthodologie donc de création d'interactions par bibliothèque que nous allons présenter plus tôt. Donc qui va permettre, en plus des objets ajoutés sur le site, d'ajouter également les interactions de manière à reproduire les interactions, les actions qui pouvaient se faire. Donc par exemple ici à droite, avec la cuisson d'aliments au feu. Sachant que
pour l'instant donc est encore à l'état de prototype, n'a pas encore été testé par des archéologues, mais c'est à venir. Et également, la scénarisation a également un intérêt au niveau du site archéologique virtuel. Donc on va pouvoir avoir l'archéologue qui là va pouvoir s'enregistrer au niveau du déplacement du site et de certaines actions, de manière à proposer un scénario. Et ce scénario va pouvoir être utilisé notamment pour guider dans la découverte du site. Donc que ce soit pour guider un collègue archéologue qui va pouvoir découvrir l'information de façon un petit peu plus structurée, pour permettre une collaboration plus forte entre les différents archéologues. Et également, ça peut avoir des applications pour le grand public, au travers, par exemple, de visites virtuelles qui vont pouvoir se faire en musée, par exemple. Donc, pour conclure maintenant cette présentation, eh bien, nous avons proposé donc des méthodes pour produire des applications de XR interactives et qui sont créées par l'expert métier. Donc, on s'est principalement intéressé donc ici à de l'application à l'archéologie, mais ça peut également avoir des utilisations avec d'autres experts métiers. Ça peut être du personnel médical, ça peut être un panel assez large d'experts métiers qui peuvent utiliser ces méthodes. Et donc ces méthodes se découpent en différentes contributions, donc avec notamment l'ajout immersif d'interactions au travers de bibliothèques de code qui vont être produites en amont par un développeur. On va également avoir pour la scénarisation donc l'enregistrement d'actions des experts qui vont pouvoir produire le scénario. Et également, les scénarios vont pouvoir être généralisés de manière à avoir un petit peu plus de variabilité. Et pour ce qui est de l'application à l'archéologie, donc nous allons proposer de manière à étudier interactivement les données 3D, donc un système de fouille archéologique virtuelle, avec donc comme je disais une très forte interactivité pour étudier le matériel archéologique, et également et tout ça en se faisant de manière non destructive sur les données, et avec en parallèle la possibilité d'avoir une restitution interactive et scénarisée du site qui pourra être produite par l'archéologue. Donc ces travaux ouvrent par ailleurs la voie à différentes possibilités. On peut notamment citer à court terme donc la possibilité d'étudier les méthodes de fouille, par exemple en enregistrant différents archéologues étudier les mêmes artefacts ou les mêmes sites et en recherchant donc des possibilités de généralisation. On peut également étudier donc les interactions avec plusieurs utilisateurs, puisque pour l'instant on s'est surtout penché sur des interactions avec un seul utilisateur, mais il serait également intéressant de voir ce que ça peut donner lorsqu'on a plusieurs utilisateurs. À plus long terme, on peut également penser à voir ce qui peut se faire en termes de visualisation des données, améliorer la recherche d'informations au niveau du site et étudier un petit peu l'acceptabilité des différentes méthodes dans des contextes un petit peu plus larges. Et enfin, au long terme, on peut également imaginer donc un traitement automatique des données de manière à rendre plus simple le travail de l'archéologue, et également proposer d'automatiser la production du contenu interactif et scénarisé, de manière à, là encore, faciliter les choses. Voilà, et donc je ne peux évidemment pas terminer cette présentation sans quelques remerciements. Alors, pour éviter de prendre trop de temps, je ne vais pas remercier chaque personne individuellement, chacun se reconnaîtra, mais je remercie toutes les personnes qui ont participé, donc de près ou de loin, à faire de cette thèse ce qu'elle est. Et je vous remercie également de votre attention et vous pouvez ici voir la liste des publications associées à cette thèse.